Marc Raclin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion collective à la financière de l'Échiquier. On va parler avec vous de stratégie d'investissement et de perspective. Peut-être un premier bilan pour commencer sur l'analyse que vous faites des marchés. On a eu un été un peu particulier, on a beaucoup parlé des marchés émergents. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces marchés? Alors c'est vrai qu'on a eu un été globalement assez favorable aux actions, surtout en Europe, puisqu'elles ont surperformé le marché américain, ce qui n'est pas si fréquent. On avait quand même eu un changement de ton très important avant l'été avec le président de la Fed qui avait mentionné la fin prochaine du quantitative easing. Donc on a vu quand même beaucoup de comportements qui ont déroulé de ce tournant, même si encore une fois il est devant nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas réellement commencé. Mais sur les marchés émergents, sur les marchés obligataires, on a déjà vu les marchés s'ajuster en fonction de la fin prochaine du quantitative easing. Donc on peut dire que les investisseurs ont peut-être anticipé un certain nombre d'éléments et ça a été quand même assez rapide puisqu'on pourrait dire que sur ces marchés émergents, on a vu en quelques jours, quelques semaines, beaucoup de flux revenir d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Oui, alors sur les marchés émergents, ça a été très violent. Il y a beaucoup de devises qui ont perdu entre 10 et 15% sur quelques mois. Les obligations émergentes se sont beaucoup tendues en taux. Un exemple, le 10 ans turc, ça valait un peu plus, ça valait aux alentours de 6 au mois de mai dernier, ça vaut aujourd'hui à peu près 10%. Donc c'est des gros mouvements. Il faut savoir que c'est des marchés qui avaient drainé beaucoup d'épargne parce que les gens, justement en recherche de rendement, voyant les taux américains, allemands très bas, étaient allés chercher en sous-estimant parfois un peu le risque pays. Et ce sont des marchés qui sont relativement fragiles, qui n'ont pas des liquidités, qui n'offrent pas une liquidité énorme. Donc l'inversion de flux de capitaux a pas mal amplifié le mouvement, c'est vrai. Alors on parlait effectivement d'investissement en faveur notamment des marchés européens. Ça a été le cas vraiment, on a senti que, alors on a eu un certain nombre de chiffres macroéconomiques un peu plus favorables, on peut pas dire sur l'Europe, ça faisait tellement longtemps. Les investisseurs ont regardé un peu différemment les marchés européens. Oui, c'est vrai. D'abord, il y a eu des flux. On est à la 9e semaine consécutive de flux positifs pour les actions européennes en provenance particulièrement des États-Unis. Donc c'est assez significatif parce que ça vient quand même après 4-5 ans de désamour. Donc ça, c'est important. Ça peut être un petit peu par défaut parce que c'est vrai que les émergents faisant peur et les marchés américains étant chers, il reste l'Europe. Et puis, vous l'avez souligné, il y a quand même eu quelques bonnes publications en Europe. Il y a eu le fameux PIB allemand et français, 0,7 et 0,5 respectivement. Et puis, il y a eu quelques petits signaux de l'Europe du Sud, de l'Italie, de l'Espagne, des petites inversions sur le chômage. C'est des chiffres qui sont encore très élevés, très perchés. Mais on a une inflexion. Donc, et on a le même discours des entreprises. On a quand même plusieurs entreprises italiennes qu'on a rencontrées, des entreprises comme Piaggio, DeLonghi, qui nous donnent un petit sentiment un peu plus positif, une stabilisation de la consommation sur ces zones. Quand on regarde justement les actions, quel est votre sentiment sur ces valorisations en Europe? Parce qu'on voit certains titres, quand on les suit depuis longtemps, on se dit, oulala, on est au plus haut, il y a certaines valeurs, notamment de grandes valeurs, on a vu des performances assez exceptionnelles. Pour vous, on en est où justement dans le cycle pour les actions? Alors, ce qui est important, je pense, c'est que si on regarde le marché dans son ensemble, on est plus bas en valorisation que le marché américain, mais je dirais que c'est pratiquement toujours le cas. Peut-être un peu plus maintenant qu'en moyenne, mais on reste, on va dire, dans des scénarios assez classiques. Ce qui est difficile en Europe, c'est qu'il y a eu un peu deux marchés. Il y a eu un marché de la croissance très exposé à la croissance mondiale, qui a finalement été très porteur depuis 4 ans. Des sociétés comme L'Oréal, le luxe, ces sociétés sont très souvent proches de leur plus haut. Et puis en même temps, il y a un marché européen beaucoup plus dépendant de l'Europe. Et là, c'est des sociétés qui sont très en bas. Ça peut être les télécoms, les utilities, un certain nombre de banques. Et c'est ce marché-là qui a beaucoup rattrapé cet été. Alors souvent d'ailleurs ça correspond à ce que nous on appelle le call value, parce que c'est un peu le combat value-croissance. La value a beaucoup rattrapé cet été, mais il faut savoir que là aussi ça vient après une longue période de sous-performance. Et c'est sûr que s'il y a un peu de stabilisation et de mieux en Europe, ce sont ces titres-là qui vont le plus en profiter, parce que ça a été les plus malmenés. Et on l'a bien vu dans le discours des entreprises, les entreprises ne communiquaient à un moment que sur leur exposition émergente, et là subitement on voit bien le momentum qui change un peu, et un marché qui retrouve un peu un marché européen qui retrouve un peu la faveur des investisseurs. Voilà, donc on verra peut-être un changement, parler plus de croissance de chiffre d'affaires, mais sans forcément mentionner voilà. Les pays émergents, on suivra ça de près. On parlait des devises, c'est vrai que ça a eu un impact important. On voit certains groupes justement très internationaux dire qu'effectivement au second semestre, ça va peut-être peser les devises, alors que peut-être ils en avaient bénéficié au premier semestre. Là, clairement, ça a été tellement rapide que
les entreprises ne peuvent pas forcément s'ajuster très vite. Oui, tout à fait. Et puis alors, il y a des pays où il y a un ajustement naturel parce que leurs exportations du coup se font plus facilement. Et puis il y a d'autres pays, des pays comme l'Inde, qui sont des gros acheteurs de pétrole. Alors, en plus, il y a le double effet, il y a hausse du pétrole, baisse de la devise, où là, on a un vrai problème de balance courante. Donc c'est important. Et comme vous le soulignez, les entreprises ne peuvent pas s'ajuster aussi vite. Encore une fois, c'est des mouvements qui souvent ont été de l'ordre de plus de 10% en 3 mois. Donc c'est évidemment très, très fort, très significatif. Quand vous regardez justement ce spectre action, on a parlé d'un certain nombre de secteurs. Vous pouvez encore raisonner en termes de secteurs ou quelque part vous êtes obligé d'aller valeur par valeur aujourd'hui? Alors nous, je dirais dans nos gènes, on a toujours privilégié le valeur par valeur parce que ce qui nous intéresse, c'est toujours la qualité de l'entreprise, de son management. Donc après, c'est difficile de faire complètement abstraction du secteur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui, par construction, sont des secteurs très value, très dépendants de l'Europe. J'ai mentionné télécom ou utilities. Il y a au contraire des secteurs qui sont plus naturellement ouverts sur le monde. Il y a eu un moment où on avait vraiment un choix très fort de dire il faut avoir un biais croissance très fort, donc ça vous élimine de facto certains facteurs. Aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas. On a des portefeuilles qui sont plus équilibrés entre croissance et value, plus équilibrés un peu aussi en termes de chiffre d'affaires. À un moment, c'est vrai qu'on était un petit peu obnubilé par les camemberts pour les répartitions géographiques de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des belles histoires qui sont en train de se révéler, y compris avec des dynamiques beaucoup plus européennes et moins mondiales. Voilà, où on aura peut-être une société qui passait d'une PME à une grosse PME et qui arrive dans son secteur à, on va dire, à être incontournable. Oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, c'est toujours un problème de valorisation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez des valorisations qui sont très basses, on peut penser à des titres comme EDF, comme Veolia, qui avaient, encore une fois, des business models qui n'avaient pas, à juste titre, les faveurs des investisseurs. Quand on arrive à ce type de valorisation, alors EDF, il y a eu le déclencheur avec la hausse des prix. Veolia, il y a eu le déclencheur avec le changement de management et puis d'autres éléments, le plan de réduction des coûts. Mais à chaque fois, c'est souvent sur ces titres-là qu'on a les écarts les plus significatifs parce qu'évidemment, la compression était très forte auparavant. Alors un environnement aussi que vous connaissez bien, c'est l'environnement mid-cap. Cet environnement mid-cap, parce qu'il y a eu des années où finalement les mid-cap qui traditionnellement font mieux que les grandes, ça n'a pas été le cas. Est-ce que là on trouve aussi des valeurs qui vont pouvoir justement dans cette période finalement délivrer la croissance? Oui, alors le match mid-cap grande valeur, il n'est pas toujours facile de l'expliquer, en tout cas ex ante, savoir si ça va être une année propice ou pas. Je pense que cette année où les mid-cap, en tout cas chez nous, font très très bien, il y a deux choses. Il y a ce que j'évoquais, et quand je regarde dans Agenor par exemple, qui est notre fonds mid-cap, les premières performances sont souvent des valeurs italiennes, je pense à Safilo, qui sont des valeurs qui ont retrouvé leur statut de valeur de croissance, et comme elles étaient dans le mauvais endroit géographique, ça a produit de beaux effets. Et puis il y a aussi les flux. C'est vrai que lorsque les flux s'inversent, comme on l'observe depuis maintenant 2 mois, ça se voit plus entre guillemets sur les mid-cap qui étaient vraiment une classe d'actifs en Europe très délaissée sur les dernières années. Donc voilà des éléments. Donc là, normalement, c'est un peu plus favorable. Voilà, ça donne des opportunités aux investisseurs. Merci Marc Raclin d'avoir été avec nous, donc directeur de la gestion collective à la financière de l'Échiquier. Merci.